Donc, merci. Merci au CNRS. Donc, je vais vous raconter un tout petit peu, et à la Cité des sciences et de l'industrie. Donc, je vais raconter un tout petit peu comment on passe d'un état relativement peu intelligent à un bref état intelligent et à un état non intelligent, de nouveau. Il y a une toute petite période qui est très importante, vous allez voir. Donc, nous sommes des singes, je crois que c'est clair, et nous sommes séparés de la lignée qui va vers les chimpanzés et les bonobos il y a environ 7 millions d'années, je dirais. Donc, notre évolution, nous, de hominines, date d'il y a environ 2,5 millions d'années, et Sapiens, en gros, je dirais, enfin, depuis Hublin à 200 à 300 000 ans. On ne sait pas très bien exactement. Donc cette évolution s'est accompagnée, comme vous pouvez le voir ici, d'une augmentation importante de la taille du cerveau. Donc ça, c'est les gibbons, les orang-outans. Nos collègues les plus proches, gorilles et bonobos, que vous voyez ici, enfin, surtout les bonobos et chimpanzés, qui sont deux espèces différentes, et qui ont un cerveau à peu près 4 fois inférieur en taille au nôtre, pour un poids sec qui est le même. Hein, nous faisons, quand on débarrasse tout le gras chez un sapiens, ça fait environ 40 kg. Vous voyez ce qu'il nous reste à perdre. Donc, ce qu'on constate chez les primates comme nous, c'est une proportionnalité entre la taille du corps et le poids ou la surface le poids du cerveau ou la surface du cortex. Et dès qu'on sort, qu'on passe dans la lignée hominine, on perd cette proportionnalité, ce qui fait que nous avons un cerveau qui est beaucoup trop gros, au point qu'on peut dire que Sapiens a 900 cm3 de trop comme cerveau. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important, parce que ça s'est produit de façon bizarre, si vous voulez, c'est-à-dire que si je prends 4 régions dans le cerveau, le cortex frontal, pariétal, là c'est temporal, excusez-moi, et puis occipital derrière, ce qui est derrière. Bien, vous pouvez évidemment augmenter la taille en augmentant le nombre de progéniteurs cérébraux. Et c'est ce qui s'est produit évidemment, mais cette augmentation de taille donne la possibilité, c'est une des choses, d'introduire un territoire nouveau qui va se solder par des productions de connexions nouvelles entre les différents territoires. L'autre chose qui se produit, c'est que vous augmentez la taille du cerveau, c'est-à-dire c'est comme si vous augmentiez la taille de l'appartement, mais en même temps, vous modifiez les tailles des pièces. C'est-à-dire que même si notre cerveau a 4 fois plus gros qu'un cerveau de chimpanzé ou de bonobo, en même temps, cette surface complémentaire n'a pas été mise aux mêmes endroits. C'est en particulier le cortex frontal, les aires du langage, etc., sont augmentés de façon beaucoup plus considérable encore. Ce qui fait que nous sommes des singes, mais nous sommes des singes pas tout à fait comme les autres. Et à surface égale, vous voyez qu'on peut jouer sur des gènes, c'est un truc qui est assez amusant, sur lesquels, en gardant la même taille de cerveau, vous pouvez augmenter, par exemple, les aires visuelles et diminuer les aires sensorielles et motrices, ou au contraire, diminuer les aires visuelles et augmenter les aires sensorielles et motrices. Et ça, à taille égale. Donc, ça s'appelle déplacer les bords. Regardez par exemple un macaque, les aires frontales chez un humain sont extraordinairement importantes, proportionnellement à ce qu'elles peuvent être chez un macaque. Donc, ce déplacement des bords est rendu possible par le fait que la structure du cortex est extraordinairement homogène. Vous voyez, ici, Brodmann avait vu une distinction entre une aire sensorielle et une aire motrice, qu'on peut voir ici, chez une souris. Et je dois dire qu'il faut avoir de bons yeux, parce que ça et ça, c'est absolument identique. Ce qui fait que si vous avez une modification du positionnement d'un bord, en fait, vous pouvez recruter des aires de la surface dans des régions qui vont diminuer de surface proportionnellement à la surface totale du cerveau. Et ça a permis, chez Sapiens, de production d'environ 52 aires corticales qui ont des fonctions diverses dans le traitement des informations sensorielles, motrices et aussi des informations qui viennent du Sapiens lui-même. Évidemment, la représentation du corps, par exemple, dans une aire sensorielle, est proportionnelle à l'innervation. C'est-à-dire que ça, c'est à peu près le schéma d'un sapiens dans les aires sensorielles primaires de ce même sapiens. Donc, cette augmentation de la taille du cerveau, c'est
soldée par une augmentation du nombre de neurones, en particulier du nombre de neurones pyramidaux, qui sont les neurones principaux dans le cortex. Donc vous avez les rodents, les souris et rats, les primates en général, et puis chez les humains, nous avons un très très grand nombre de ces neurones pyramidaux. Ils sont aussi des interneurones. Donc l'augmentation de ces neurones permet de faire des interactions beaucoup plus importantes entre cellules pyramidales. Et puis, ce qui sort comme information de cette première analyse, par exemple, d'un stimulus qui vient de l'extérieur, peut être retraité comme si c'était soi-même une information sensorielle. Donc vous avez comme ça en cascade des informations qui viennent de l'intérieur. Et par exemple, je vois quelqu'un et ça me fait penser à quelque chose, et ce quelque chose va aller stimuler d'autres aires, par exemple des aires cognitives. Donc c'est un système de traitement de l'information qui est assez sophistiqué. Alors, en même temps qu'on augmente la taille du cerveau, en même temps qu'on modifie les différents territoires cérébraux, on modifie aussi évidemment les trajets entre les aires. Et là, cette aire-là, je vous l'ai montré très rapidement, mais c'est une aire qui est importante parce que vous voyez que chez un macaque ou un chimpanzé, vous allez avoir ici très peu d'invasion de cette aire pariétale. Et là, vous allez avoir une invasion de cette aire pariétale, et ça, c'est lié à le langage humain, au langage spécifiquement humain. Donc, en fait, évidemment, nous sommes des animaux, mais il s'est passé un certain nombre de faits évolutifs qui font que nous sommes comme sortis, d'une certaine façon, de la nature. Évidemment, c'est quelque chose qui a à voir avec la génétique. Et nous avons gagné la guerre génétique au cours de l'évolution. C'est ce que tu dis en tout cas. Ponting et Luther, on ne peut pas dire si c'est une guerre, mais enfin bon, c'est une course en tout cas. Et Sapiens, de ce point de vue, a subi un certain nombre de mutations qui font qu'il a gagné cette bataille, entre guillemets. Même si, comme le disent beaucoup, il n'y a que 1,23% de différence génétique, par exemple, entre l'homme et le chimpanzé. Alors ça ne veut rien dire. Je tiens à insister. Les mutations, c'est un petit peu comme la bombe de l'ongle de Boris Vian. L'important, c'est l'endroit où elle tombe. Et si elle tombe dans un endroit qui est très très fort sur le plan de la régulation, par exemple, du développement du cerveau, ça va avoir des effets qui sont sans commune mesure avec juste l'effet en fait, physique de la mutation. Par ailleurs, il y a des éléments qui sont très importants, ce qu'on appelle les éléments transposables. C'est-à-dire que le génome n'est pas quelque chose de fixe. Le génome, c'est quelque chose qui est extraordinairement instable. D'ailleurs, tout est instable dans le vivant. Les cellules, chaque année, chacun d'entre nous refait son poids en cellules, hein, et pourtant, c'est la même personne. Donc, le génome est assez instable. Et comme vous pouvez voir ici, 45% de notre génome est constitué d'éléments qui ont été instables, et certains le sont encore. Hein. Instables, ça veut dire qu'ils peuvent être transcrits, rétrotranscrits, ou couper et coller, et ça allait s'insérer dans un autre endroit du génome. Et donc ça peut faire des mutations, ça peut modifier énormément la structure du génome. Et là, vous voyez ici, par exemple, des séquences ALU qui sont en fait 10,6% du génome, qui ne sautent plus ou qui ne sautent pas très souvent. Chez Sapiens, il y a environ encore 100 éléments de cette catégorie-là qui peuvent bouger. Mais ils ont énormément sauté. C'est-à-dire que ça, c'est le nombre de mutations ponctuelles qui mesurent de toute façon la distance entre nous, les chimpanzés ou les gorilles ou les orang-outans. Et là, c'est les mutations de type dues à l'activité saltatoire des éléments ALU. Et vous voyez qu'ils nous éloignent encore beaucoup plus. C'est très important parce que ça modifie complètement la structure du génome. Vous voyez ici, par exemple, vous avez deux éléments ALU qui vont aller se reconnaître. Et ça va permettre de créer des boucles qui peuvent rapprocher des gènes d'éléments qui sont des éléments transcriptionnels, de régulation de la transcription. Et ça peut aussi être des éléments qui vont modifier les méthylations et des CPG, de certains nucléotides, et du coup réguler l'expression de ces gènes. Donc, comme ces éléments sont tous identiques, évidemment, on ne peut pas les compter dans les 1,23%. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il existe des modifications du génome qui font que Sapiens s'est énormément éloigné des autres des singes, qui restent néanmoins des membres de la famille. Hein, ça, on ne peut pas dire le contraire. Donc, alors, cette taille de cerveau, qui est une taille un tout petit peu considérable, finalement, 1400 cm3, je vous disais, c'est 900 cm3 de trop,
scientifiques qui font les physiciens, les poètes, les suicidés, enfin tout ce que vous voulez. C'est des choses qu'on ne voit pas chez les primates normaux, si j'ose dire. Mais en fait, ça fait une taille de cerveau qui est tellement grosse qu'avec la position bipédique, hein, nous sommes des bipèdes, eh bien, la parturition d'un cerveau fini n'était pas possible. Ça ne pouvait pas sortir. Et donc, en fait, ce qui s'est produit aussi, c'est que nous naissons avec 10% de notre cerveau final. Si vous voyez ici un chimpanzé, ça c'est pas une troglodytès, c'est un chimpanzé, à la naissance, il a 50% de son cerveau final. Nous avons 10% de notre cerveau final. Ça veut dire que l'essentiel de notre développement cérébral se fait à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il se fait dans un milieu qui est un milieu social, un milieu très riche, et d'autant plus riche que Sapiens est un être extraordinairement faible. Vous imaginez, quand on était, je ne sais pas, 10 000, il y a 300 000 ans, quelque part en Afrique, nous sommes tous des Africains, eh bien, le milieu n'était pas très sympa. Que pèse un bébé sapiens face à un lion, un gorille, ça, c'est pas grand-chose. Et donc, l'organisation sociale, l'organisation linguistique, l'organisation technologique de sapiens est très importante à cause de cette d'immaturité du petit, mais en même temps, c'est un milieu très riche qui fait que le petit va se développer dans un milieu qui va façonner en fait sa culture. C'est-à-dire que essentiellement le cerveau va s'imbiber, se modifier de ce qu'il apprend au cours de ces périodes où il est encore extraordinairement plastique. Alors, ça c'est un exemple, vous le savez très bien, hein, c'est aussi d'apprendre la musique hein, ou d'apprendre un langage. Il y a des périodes où c'est facile. Il y a des périodes où c'est devenu quasiment... C'est pas impossible, hein, on peut toujours, mais beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliqué. Et donc, selon les traits auxquels on pense, par exemple, pour apprendre à voir hein, ou à sentir ou à entendre, c'est extrêmement précoce. Et donc, vous avez des périodes qui sont des périodes de plasticité, hein, et puis ensuite, ça cesse d'être plastique. À partir de là, par exemple, on ne peut plus vraiment bien apprendre. Mais pour d'autres critères, par exemple, apprendre les nombres, les comportements sociaux, le langage, etc., ce sont des périodes où la plasticité va être poussée plus vers les âges de 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans. Et même, vous allez voir, le cerveau n'est pas fini avant l'âge de 20, voire 30 ans chez Sapiens. Donc, ces périodes développementales ne sont pas les mêmes pour les systèmes sensoriels, pour les systèmes moteurs et linguistiques, et puis pour les fonctions cognitives supérieures. C'est-à-dire que ça peut démarrer plus tard, ou ça peut avoir un pic beaucoup plus tard, et s'arrêter aussi beaucoup plus tard. Ce qui fait que, vous pouvez voir ici, par exemple, si vous regardez un humain de 2 ans, et vous comparez avec un chimpanzé, un orang-ouran adulte, sur le plan du domaine physique, on ne va pas être tellement meilleur qu'un singe de base. Mais dès 2 ans, un môme, sur le plan des capacités sociales, d'interaction, de compréhension, de théorie de l'esprit, va être supérieur à un chimpanzé ou à un orang-outan adulte. Alors, qu'est-ce que c'est que cette période de plasticité qui est tellement importante hein, c'est le moment où la forme du cerveau, où les circuits neuronaux, où la formation des contacts se fait pour s'adapter au milieu extérieur. Ça, c'est quelque chose qui se produit donc, vous voyez ici, ce que j'appelle la plasticité. Alors, non plastique, c'est-à-dire qu'avant, en fait, le cerveau, pour cette modalité-là, n'était pas capable de répondre. C'est-à-dire qu'il n'était pas plus intelligent qu'un cerveau complètement adulte, même, probablement beaucoup moins. Et puis, il y a cette maturation ici qui arrive, et vous avez une période où vous allez avoir une période de plasticité. Et ça, c'est lié à la maturation de neurones très particuliers, qu'on appelle des interneurones à parvalbumine, ce sont des cellules basket cells, et qui ont un effet en fait inhibiteur sur les neurones pyramidaux, ceux dont je vous parlais, qui sont ici très nombreux dans le cortex de Sapiens. Eh bien, cette maturation qui en fait augmente l'inhibition, vous voyez que l'équilibre inhibition-excitation augmente avec la maturation de ces neurones, parce que ce sont des neurones inhibiteurs, ouvre la plasticité à une certaine période, et la ferme à une deuxième période. Et après, l'apprentissage n'est plus possible. Et comment ça s'ouvre, quand ça se ferme, ça dépend évidemment de ce qu'on regarde. Si on regarde la vision, si on regarde l'apprentissage des langues, c'est différent. Alors, ce développement donc, du cerveau de Sapiens est extraordinairement lent. Hein. Donc, il est lent. Vous allez voir
ici par exemple, si vous regardez le nombre de synapses qui se fait dans un cortex au cours du développement, vous voyez que chez le chimpanzé et chez le macaque, c'est extraordinairement rapide. C'est-à-dire que vous avez très vite, pratiquement à la naissance, vous avez le nombre maximal de synapses. Synapses, c'est des contacts qui permettent la transmission du signal entre signal nerveux d'un certain type de signal entre les cellules. Vous voyez que chez les sapiens, vous attendez quand même 5, voire plus, pour avoir le nombre maximal de vos synapses. Donc c'est ce qu'on appelle la néoténie, c'est-à-dire un ralentissement du développement. Et je l'ai mis ici, d'une certaine façon, en suivant l'expression de gènes qui sont importants pour le développement du cortex. Vous voyez que chez Sapiens, le même gène, hein, ce n'est pas un gène différent, ce sont les mêmes gènes, mais du fait de mutations dans les éléments régulateurs, ils ne sont pas exprimés au même niveau, au même moment, au même endroit forcément. Hein. Donc c'est la régulation qui est importante pour expliquer la différence entre les espèces. Vous voyez que l'humain là est vraiment retardé par rapport à un chimpanzé ou par rapport à un macaque. Donc là, c'est un de ces gènes qui est extraordinairement important, qui s'appelle MEF2A, et qui contrôle en fait la maturation des systèmes inhibiteurs qui sont impliqués dans la plasticité, comme je venais de vous le dire. Et vous voyez que si vous regardez chez un chimpanzé ou un macaque, son expression baisse dès la naissance, c'est-à-dire que tout est fait avant. Chez un sapiens, vous voyez que l'expression de ce gène, globalement, hein, dans le cortex, eh bien, est beaucoup plus tardive. Et elle ne vient jamais à zéro. Et cette modification de l'expression est liée justement à des méthylations au niveau des promoteurs. C'est apparu à ce niveau-là, donc les modifications des éléments régulateurs de l'expression de ce gène. Donc le message, c'est que ce ne sont pas des gènes forcément différents, mais que les cinétiques d'expression peuvent être complètement différentes. Et là, c'est tous les autres gènes qui suivent, qui sont tous ce qu'on appelle des gènes de plasticité corticale. Et vous voyez, chaque fois que c'est rouge, c'est Sapiens. Vous voyez que Sapiens est toujours décalé vers les âges élevés, comparé à ce qui se passe chez un chimpanzé ou chez un macaque en bleu et en vert. Alors, il y a un exemple très précis hein, qui s'appelle l'amblyopie. C'est un travail qui avait été fait par Hubel et Wiesel. Ils ont pris Nobel pour ça en 1967, je crois, enfin dans les années 60. C'est-à-dire que si, par exemple, si vous avez un enfant qui a une cataracte ou qui a les yeux pas bien alignés et que vous ne l'opérez pas à temps, il y a un œil qui va devenir, comme on dit, paresseux, c'est-à-dire qu'il va développer l'amblyopie. L'amblyopie, c'est touche à peu près 3% des humains sur la Terre, en gros. Hein. Et si vous réparez, retirez la cataracte, par exemple, l'obstacle, avant l'âge de 5-6 ans, l'enfant va récupérer une vision binoculaire. Il y a énormément de plasticité dans cette histoire. Mais si vous le faites après, vous avez passé la période de plasticité et c'est terminé. Il ne récupérera pas sa vision binoculaire. Ça avait été démontré par Wiesel et par Hubel. Et vous voyez ici, c'est l'œil droit et l'œil gauche qui sont représentés de façon égale dans le cortex visuel ça c'est un chat. Hein. Et pendant la période critique, donc cette petite période où vous êtes plastique, eh bien, ces chercheurs ont fermé un des deux yeux. Hein. Et vous voyez que l'œil qui a été fermé, c'est celui qui est représenté en noir. Vous voyez qu'il est complètement limité maintenant dans son étendue de représentation au niveau du cortex, alors que celui qui est resté ouvert a gagné, c'est le blanc. Il a gagné. C'est-à-dire qu'en fait, l'œil ouvert a gagné des territoires d'innervation sur l'œil fermé. Et ça, ce n'est possible ni avant l'ouverture de la période critique de plasticité, ni après la fermeture de période critique de plasticité. Alors, est-ce que c'est dramatique? Et ça, c'est ce que je voulais un tout petit peu, c'est ça que je voulais en venir, mais excusez d'avoir été un petit peu long dans l'introduction, puisqu'on est quasiment à la fin, mais voilà, c'est comme ça. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est l'œil, j'ouvre un œil, la souris en l'occurrence ici ouvre un œil, et puis ça permet l'arrivée d'un signal, donc je n'ai pas voulu vous décrire le signal qui a été en fait découvert dans mon laboratoire. Et quand ce signal, cette molécule atteint un certain niveau de concentration, ça ouvre la plasticité. Et donc ça continue à remplir, ça entraîne la maturation de mes interneurones, hein, et puis ici, à un deuxième niveau de concentration de ce signal qui arrive dans ces neurones interneurones, je ferme la plasticité. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que si chez l'adulte, vous pouvez diminuer le contenu du signal dans ces neurones vers valbumine, vous pouvez rouvrir de la plasticité chez l'adulte. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, parce que vous pouvez voir ici
Ici, vous allez prendre une souris qui est amblyope, c'est-à-dire son acuité visuelle d'un de ses yeux est très basse. Vous voyez ici, ça son cas de souris. Et puis vous allez faire cette opération, c'est-à-dire rouvrir la plasticité chez l'adulte en modifiant le contenu des neurones d'une certaine molécule. Et ce que vous voyez, c'est que vous rouvrez la plasticité. Il n'y a rien d'autre à faire parce que la souris est dans un monde où elle regarde avec les deux yeux. Et tout d'un coup, l'autre œil est capable de récupérer. Hein, et donc, votre souris va récupérer une vision binoculaire, c'est-à-dire que l'acuité visuelle de l'œil paresseux devient une acuité visuelle normale. Vous pouvez faire la chose inverse, c'est assez méchant, c'est-à-dire prendre une souris qui a une bonne vision binoculaire, rouvrir la plasticité et lui fermer un œil. Et à ce moment-là, elle va devenir amblyope chez l'adulte. C'est pas très gentil, mais c'est facile à faire. Voilà. Donc ça, ce qu'elle vous montre, c'est que ce n'est pas totalement perdu. C'est-à-dire qu'il y a toujours des possibilités d'ouvrir une période de plasticité chez l'adulte et même avoir quelque chose, avoir des effets donc, sur des fonctions physiologiques chez l'adulte. Des fonctions, et donc d'une certaine façon, réparer des désordres qui seraient des désordres de la biologie du développement, neurobiologie du développement. Alors, il se trouve que ce signal dont je ne vous ai pas parlé, vous pouvez le regarder aussi sur Internet. Je veux dire, au Collège de France, il y a des masses de cours qui ont été faites et je me suis pas mal exprimé sur cette question. Mais ce signal qui s'appelle le TX2, il n'est pas uniquement présent dans le cortex visuel. Il est aussi présent dans le cortex singulaire, somatosensoriel, auditif, l'amygdale, enfin, tous les noyaux importants du cortex. Et ça veut dire, si vous voulez, que ce mécanisme de régulation de la plasticité, il est généralisé ou généralisable. Encore faudrait-il le montrer, mais on l'a montré pour le cortex préfrontal, on l'a montré pour le cortex auditif. Il est généralisable pour un très grand nombre de modalités sensorielles et aussi cognitives. Et c'est là que ça devient évidemment quelque chose d'important, parce qu'il y a une période critique qui est très importante, c'est une période critique qui arrive vers 15-16 ans, 14-15-16 ans, c'est-à-dire au moment où le monde change, c'est-à-dire au moment où on passe d'une sexualité infantile à une sexualité adulte, pour faire simple. Et donc, à ce moment-là, évidemment, il faut que le cerveau s'adapte au monde extérieur et à lui-même, à son nouveau monde intérieur, puisque évidemment, on ne se regarde pas de la même façon, on ne se voit pas de la même façon, on ne voit pas les autres gens de la même façon, il ne vous voit pas de la même façon, la socialisation est totalement modifiée. Et ça, c'est une période critique, en fait, c'est une métamorphose d'une certaine façon, et ça s'accompagne, vous voyez, à une augmentation de l'inhibition, et une diminution de l'excitation, donc un shift de la balance excitation-inhibition dans une région du cortex, qui est le cortex frontal dorsolatéral. Avec une augmentation de l'inhibition, il y a quelque chose qui apparaît, c'est-à-dire comme on a une interaction avec les systèmes excitateurs, grâce à un certain décalage dont je vous fais grâce du mécanisme, on a des oscillations qu'on appelle des bandes gamma, c'est des oscillations de dépolarisation, repolarisation, dépolarisation, repolarisation de ces systèmes. Et donc on voit très bien arriver dans un animal adulte, dans la région qui est mature, mais on peut aussi le voir dans le cortex frontal dorsolatéral d'un sapiens, arriver ces gamma bands qui correspondent justement à cette période qui est aussi, il faut le voir donc, une période de plasticité. Donc il ne faut pas rater ça. Et beaucoup de gens pensent, beaucoup de psychiatres pensent aujourd'hui que certaines maladies psychiatriques, on ne va pas les nommer les unes derrière les autres, pourraient être liées à quelque chose qui se passe mal au moment où il faut adapter le cortex frontal dorsolatéral à la nouvelle vie adulte de l'animal que nous sommes. Alors, par exemple, quelqu'un pour qui j'ai une grande admiration, qui s'appelle Wolf Singer, dans son laboratoire, ça c'est une tâche cognitive. Donc vous voyez, ça se appelle une figure de Mounet, c'est-à-dire que c'est un sapiens, c'est une tête, mais il faut un peu de temps pour se rendre compte que c'est une tête, elle est tellement contrastée. Et si on veut être encore plus méchant, on la met à l'envers. Donc l'observateur, il regarde et, au bout de 400 millisecondes, par exemple, il va se dire, tiens, oui, c'est une tête. Mais très, très tôt dans l'enfance, il faut plus de temps pour se rendre compte. Puis au fur et à mesure qu'on mature, eh bien, on apprend, et dans l'adolescence, jeunes adolescents, eh bien, ils sont aussi bons que presque des adultes pour voir ça. Et on peut voir ça en suivant les gamma bands, en fait, de la même façon. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'au cours de l'adolescence tardive, eh bien, il y a une perte. Ça, c'est early adolescence en bleu, et puis en vert, c'est l'adolescence tardive. Donc on revient
à ce qui était, d'une certaine façon, la capacité cognitive du early childhood, de l'enfance précoce. Et puis après, ça se remet en place, hein, dans le cortex dorsofrontal ça se remet en place, et on acquiert la stabilité qui est classique de l'adulte, parce que la plasticité, c'est pas une bonne chose. En fait, il faut une certaine stabilité. Donc ça, c'est une sorte de suggestion faite par Wolf Singer, que certaines maladies pourraient être liées justement à quelque chose qui se passe mal pendant cette petite période critique. Donc ça m'amène de toute façon à une diapositive de conclusion, hein, qui est que une question, donc, puisque le thème c'était réparer, une question c'est si ce sont les mêmes mécanismes qui régulent l'adaptation au monde sensible, comme la vision, l'audition, le toucher, et au monde mental, hein, et à ces différents aspects cognitifs, affectifs et sociétaux, alors les outils qui permettent de réparer un déficit sensoriel provoqué par le mauvais déroulement d'une période critique, par exemple une amblyopie, est-ce que si ces outils existent pour réparer un déficit sensoriel, est-ce qu'ils pourraient aussi être utilisés pour réparer un désordre dans des fonctions supérieures? Ça, c'est vraiment extraordinairement intéressant parce que, évidemment, il n'y a pas de modèle de schizophrénie chez la souris. Hein. Mais si les mécanismes qui mènent à l'amblyopie chez la souris sont les mêmes que les mécanismes qui mènent à l'amblyopie chez Sapiens, et sont des mécanismes qui sont aussi utilisés pour d'autres fonctions supérieures, considérées comme des fonctions sensorielles d'un certain type, alors, simplement en étudiant des mécanismes chez la souris de modification sensorielle de base, comme apprendre la vision binoculaire, peut donner des idées, si vous voulez. Évidemment, ce n'est pas immédiat, mais ça va donner des voies de recherche, l'idée de voies de recherche nouvelles, hein, pour la compréhension de ce qu'on appelle les maladies de l'esprit, hein, pour l'anxiété, dépression, schizophrénie avec un S, parce que, bon, évidemment, il y a différentes formes. Donc ça, si vous voulez, c'est ce que je voulais vous faire passer aujourd'hui comme message, avec deux autres messages qui se greffent un peu sur ce qu'a pu vous raconter Serge Haroche hier. C'est-à-dire que, évidemment, quand on s'est mis à travailler sur l'amblyopie chez la souris, on n'avait absolument pas du tout en tête de se dire peut-être qu'on va trouver des choses qui vont intéresser les psychiatres qui travaillent sur l'anxiété ou sur des désordres mentaux d'un type ou d'un autre. Et le signal dont je vous ai parlé, qui permet de contrôler l'état de maturation de ces neurones, interneurones par valbumine, dont la maturation, le degré de maturation, le degré d'inhibition peut permettre de réguler l'état de plasticité dans une région précise. Ça, c'est quelque chose qui a été fait en 1989 dans mon laboratoire et qui a fallu à peu près une vingtaine d'années pour faire accepter. C'est-à-dire que sans le CNRS, sans le soutien du CNRS sur quelque chose qui était complètement théorique et complètement off-Broadway, si j'ose dire, eh bien, nous n'aurions jamais pu tenir pendant une vingtaine d'années et arriver à passer au stade de la physiologie. Et puis après, peut-être au stade, on peut l'espérer, pas pour maintenant, pour dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, mais bon, c'est pas très grave, peut-être avoir commencé l'espoir de voir si on peut développer des outils thérapeutiques d'un genre nouveau. Donc ça, c'est fondamental de savoir que le CNRS nous a donné, à l'époque, en dépit de critiques assez violentes, je dois le dire, cette tranquillité, cette capacité de travailler pendant des années. Et puis, pour rebondir sur ce que disait Alain Aspect tout à l'heure, évidemment, le temps passe et bon, je suis émérite depuis 2 mois, comme ça a été dit par notre introducteur, mais j'ai eu la chance de pouvoir monter une structure de recherche publique-privée, et donc une société privée, Brainhaver, qui s'est associée au CNRS, au Collège de France, à l'INSERM, pour qu'on puisse continuer ces travaux dans ce sens, en fait, de voir s'il y a des applications possibles. Mais là, de nouveau, c'est quelque chose qui était très théorique au départ et qui donne naissance à des associations entre des laboratoires publics et privés. Et je pense qu'on ne peut pas séparer toutes ces choses-là. Ça, je suis tout à fait d'accord avec le message que passait Alain tout à l'heure. Ce n'est pas séparable. Le problème, c'est de se laisser guider par le plaisir qu'on peut avoir à faire de la recherche. Et quand on voit quelque chose un peu bizarre, ne pas baisser les bras immédiatement. C'est possible si on est soutenu et s'il y a des structures qui permettent de financer des recherches difficiles et qui ne réussiront pas forcément. Hein, parce que ça aurait aussi bien pu rater. Voilà.
Bon, on a eu de la chance peut-être. Voilà, je vous remercie. Merci Alain Prochian pour ce bel hommage au CNRS qui soutient des recherches sur des temps longs. Pourvu que ça dure. On verra dans 20-30 ans pour vos futurs résultats thérapeutiques pour ces maladies. On a le temps de quelques questions pour... Voilà, ben, j'arrive. Merci monsieur, comme vous êtes intéressant et comme vous êtes reconnaissant pour le CNRS, je trouve ça formidable. Bravo. J'ai 2 questions. Vous avez dit que le nouveau-né, il avait seulement 10% de son cerveau. Qu'est-ce que vous entendez par 10%? Parce qu'il a le volume, il a les neurones. Est-ce que c'est les synapses ou qu'est-ce que vous entendez par 10%? Parce que moi, j'avais l'impression qu'il avait tout, sauf l'activité des neurones et des synapses. Ça fait beaucoup. Et alors, deuxième question, attendez, j'ai une deuxième question qui était importante et je l'ai oublié, elle va revenir. Merci. D'accord. Donc 10%, c'est... Elle est revenue, c'est bien. Oui, parce que, et la capitale, vous avez découvert, et bravo, le fait de pouvoir redonner de la plasticité au cerveau. Vous avez découvert quelque chose. Et en effet, si on peut redonner de la plasticité au cerveau, est-ce que j'ai bien compris, on pourrait soigner plus facilement les maladies mentales, c'est ce que vous dites. Et voilà. Moi, j'y crois. Merci. Donc, première question, c'est en masse. C'est-à-dire que on est obligé de sortir un cerveau d'environ 140 cm3. On ne peut pas faire plus, sinon, sur le plan obstétrique, ce n'est pas possible. Donc, en masse, à la naissance, vous avez l'essentiel des neurones qui sont présents. Mais la construction du système nerveux, ce n'est pas uniquement les neurones. Les neurones, c'est 10% d'un système nerveux. Dans le système nerveux, vous avez 90% des cellules qui ne sont pas des neurones. Ce sont des cellules gliales, ce sont des vaisseaux, ce sont des macrophages qui viennent du système immunitaire. Donc ces cellules continuent à proliférer et à faire de la masse. Et il y a aussi ce qu'on appelle le neuropile, c'est-à-dire les axones, les dendrites. C'est-à-dire que ce qui est très très riche chez Sapiens, c'est la taille, le volume, l'importance, la ramification des connexions cérébrales. Et ça prend une place énorme. Donc c'est ça qui se construit pendant ces 20 années, parce que la myélinisation du cerveau, c'est-à-dire la formation des gaines de myéline qui permettent un flux axonal rapide, ne termine qu'entre 25 et 30 ans chez un sapiens. Donc en fait, c'est un développement extraordinairement lent, qui ouvre une période de plasticité possible. Alors, pour l'autre question, et qui existe aussi chez les autres animaux, hein, mais pas à ce niveau. Pour l'autre question, on savait ouvrir la plasticité. Je vous ai montré, donc nous ne sommes pas les premiers à avoir rouvert de la plasticité dans un cerveau adulte, ça a été fait par d'autres collègues. Mais ce que je disais, c'est qu'on a découvert un mécanisme qui est relativement facile pour le faire. Voilà, donc très modestement. Il reste que c'est vrai que si certaines maladies psychiatriques sont liées à quelque chose qui a déraillé, que ce soit pour des raisons génétiques, pour des raisons environnementales, ça c'est une autre affaire, mais qui a déraillé au moment de la période critique où vous avez besoin d'une grande plasticité corticale pour vous adapter à un monde nouveau, alors on peut imaginer que sur la base de rouverture de plasticité, on peut imaginer qu'on peut remettre un tout petit peu le curseur et donc redonner une chance d'adaptation à des individus. Alors je le vois plus pour des phénomènes du genre dépression, des phénomènes du sens anxiété, genre panique, par exemple, des choses comme ça. Mais oui, je crois que on a longtemps réfléchi au cerveau un petit peu sous l'idée d'un cerveau machine-computer. Hein, et c'est vrai qu'il y a une partie de computation avec les poids synaptiques qui est extraordinairement importante chez les animaux, mais il y a une partie qui était laissée un tout petit peu dans l'ombre, c'est la partie montre molle, c'est-à-dire en fait que le cerveau peut aussi bouger dans sa structure. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir, en fait, il faudrait faire des machines. Si je pensais à des machines qui pensent, il y en a, hein, des machines qui pensent, les ordinateurs sont des machines qui pensent d'une certaine façon, d'un type nouveau, ce seraient des machines qui non seulement seraient fondées sur les modifications
des poids synaptiques en fonction de l'apprentissage de la machine, par exemple l'apprentissage visuel, mais en même temps une modification de la forme même du réseau, hein, et de la ramification du réseau. Et ça, c'est ce que fait le cerveau d'une certaine façon. Oui. Je vous en prie. Suite à justement ce que vous étiez en train de dire, en intelligence artificielle, en ce moment, les réseaux de neurones profonds ont des problèmes d'apprentissage en one-shot. En fait, ils suivent des périodes d'apprentissage assez longues pour converger vers des états optimaux globaux, mais dès qu'on leur a fourni une nouvelle information qu'ils n'ont pas apprise, ils ne sont pas capables de modifier profondément leur système d'apprentissage pour en tenir compte. Chez les êtres humains, que ce soit des enfants ou des adultes, en termes de plasticité, si une seule phrase peut changer le système de croyance d'un être humain, et par un système d'avalanche, d'autres croyances par la suite. Un exemple, si on dit qu'on peut fabriquer des diamants à pression faible, ben à ce moment-là, on va déclencher par l'idée de cette phrase-là que les bijoux ne valent plus aussi cher que ça, la bijouterie, etc. Enfin, on va déclencher toute une série de conséquences dans notre cerveau, si tant est qu'on accepte l'idée d'origine. Bon, lié à la plasticité, comment les chercheurs expliquent cette capacité du cerveau humain, en une seule phrase, par exemple, à changer instantanément son système de croyance? Je ne pense pas que ce soit si simple que ça. Probablement que la personne en question, il y a que des individus dans la nature étaient déjà, déjà capables de changer, capables d'être soumis à un changement de système de croyance. Il y a plein de systèmes de croyances. Le cerveau, les sapiens vivent dans des systèmes de croyances. Enfin, moi, personnellement, je suis athée, hein, et je vois bien qu'autour de moi, il y a des systèmes de croyances qui me paraissent tout à fait bizarres. En même temps, c'est peut-être une explication possible. Bon, on va pas faire de philosophie ici, mais on pourra en parler. Ce que je voulais dire, surtout sur le plan biologique, alors, c'est que ce que vous avez vu dans ce que je vous ai montré, c'est que l'état plastique est un état de base. C'est-à-dire que l'état par défaut est plastique, mais que au cours de l'évolution, ont été inventés des systèmes de contrôle de la plasticité. C'est qu'en fait, c'est pas bon d'être trop plastique. C'est-à-dire que si vous étiez trop plastique, vous perdriez une mémoire à long terme, en fait. Donc, vous seriez pas, vous n'aurez plus de mémoire d'une certaine façon. Donc en fait, il y a une nécessité de limiter la plasticité chez les mammifères en particulier. Il y a des animaux qui ne limitent pas cette plasticité. Par exemple, si vous prenez des salamandres, ou si vous prenez, par exemple, vous coupez un membre, ben, il repousse. Il faut retirer un morceau de cerveau à un poulet, ça repousse. Vous coupez un morceau de cerveau à un poisson, ça repousse. C'est pas sûr que le poisson ait une grande conscience de lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous coupez un morceau de cerveau à un humain, ça ne repousse pas. Et il y a un gain évolutif qui est du côté de la mémorisation. Il y a une perte aussi, il y a une perte là-dessus, c'est-à-dire que si vous avez un accident cérébral ou vasculaire, si vous avez une lésion, vous n'allez pas réparer comme vous va pouvoir réparer votre poisson dans son aquarium. Donc oui, mais la plasticité n'est pas entièrement fermée. C'est-à-dire que quelqu'un qui vivra déjà dans un système de croyance, et je crois que nous vivons tous dans des systèmes de croyance d'une certaine façon, je dirais, eh bien, c'est possible qu'il soit au bord de cette régulation de la plasticité qui fait qu'il ne demande qu'à croire ce qu'on va lui dire à un moment donné. Donc ça, c'est autre chose. Mais bon, ça, c'est de la psychologie un petit peu, je dirais pas de bazar, mais infantile, oui. Écoutez, merci. À l'an prochain, on va rester là pour le respect du planning de cet après-midi.